Alors, je vous présente Louis Belair de Chalut, qui nous fait une belle exposition de postes radio anciens et qu'il va nous expliquer. Alors, vas-y Louis, qu'est-ce que tu présentes? Je présente les plus anciens. Je démarre avec le poste à galène, c'est le premier récepteur qui s'est fabriqué, et je vais jusqu'à l'année 1946. Les années suivantes, 50 et 60, dans quelques temps, ça sera peut-être le sujet d'une seconde exposition. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu as comme beaux spécimens? Est-ce que... Des beaux spécimens, ils sont tous beaux, mais il y en a qui sont encore plus beaux ou plus rares. Oui. Le spécimen que je préfère, qui est le plus rare et le plus recherché par les collectionneurs, c'est le jambon de Philips. Oui. Le jambon. Tu en as un là alors? J'en ai un. Ben, tu vas me le présenter. Allez, suis-moi. Voilà le jambon. Voilà le jambon. Et pourquoi jambon? Parce qu'il a la forme, peut-être d'un jambon en imaginant un peu, Oui. mais surtout à l'époque, on trouvait du jambon en tranches dans des boîtes, un petit peu comme dans une boîte de sardines, Oui. mais elle avait cette forme-là, un peu triangulaire. Donc on l'a appelée familièrement la boîte à jambon, et c'est devenu après le jambon. Les collectionneurs maintenant, ils disent j'ai trouvé un jambon. Voilà. D'accord. Un jambon Philips, c'est connu. Et donc il est très recherché. Il est très recherché et très rare. Ok. Et est-ce que celui-ci fonctionne encore? Il fonctionne encore, mais malheureusement, on nous arrête les émetteurs qui permettaient de faire fonctionner ces postes, et bientôt, ça sera très difficile pour le faire fonctionner. Mais il fonctionne encore, je réussis à capter un petit peu. Voilà. Très bien. Et là, on est sur quelle bande là? On est en grandes ondes. En grande onde. Voilà. Et sur quelle radio? La radio, je pense que c'est RTL. RTL. Ils sont en train de nous passer un peu de classique, et c'est assez rare d'ailleurs. Mais bon, D'accord. voilà. Et je vois une espèce de cône là au-dessus. Explique-moi ce que c'est. Alors, c'est un des premiers haut-parleurs. Oui. C'est le type de haut-parleur col de cygne. Oui. Alors, ici, dans ma exposition, il est associé à un poste de la marque Philips, c'est-à-dire de la même marque que le jambon, dont on vient de parler, mais il a un an de plus. Il est de 1931 et le jambon qui est là est de 1932. D'accord. Alors, en 1931, avec cet appareil, on ne pouvait pas inclure le haut-parleur dans la boîte parce que la mécanique était très importante. Oui. Et donc, ça fonctionnait avec un écouteur extérieur, un casque, Oui. et après, on a rajouté des lampes, donc de la puissance, et on a pu actionner un haut-parleur type pavillon. Et celui-là a la forme d'un col de scie, voilà. D'accord. Alors après, on a trouvé un autre système de haut-parleurs en coffret qui pouvait également se brancher sur cet appareil. Mais voilà, il était dans un gros coffret en bois et on l'appelait un diffuseur. Même l'autre d'ailleurs, on ne parlait pas tellement de haut-parleurs encore. C'était des diffuseurs. J'ai une publicité. J'ai une publicité là. C'est pas le reflet. Alors, ta publicité, c'est laquelle? C'est des haut-parleurs de l'époque qui sont similaires à celui qu'on vient de voir. D'accord. Hein, voilà. Tout à fait spécial parce que il avait des stations pré-réglées. Avec des touches? Non? Par un commutateur. Alors je vais le brancher pour que ça c'est clair. Tu vois, alors, un commutateur. Alors là je suis sur cadran. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pré-réglage. Moi je vais chercher les stations comme un autre poste. Oui. Mais si je tourne après, tu vois, là, à l'époque, j'aurais été sur Radio Paris, là, Luxembourg, là, Stuttgart, Londres, Radio 37, tu vois, les stations de l'époque. Les stations de l'époque. Et il n'y avait que c'était celle-là exceptionnel, exceptionnel. Oui. Il n'y avait que celle-là ou il y en avait d'autres avec un autre... Oh ben, il y en avait, c'est-à-dire... avec le vernier. Là, c'était les stations les plus
courantes de l'époque, mais quand tu étais sur cadran, tu pouvais, suivant où tu étais placé, capter autre chose. D'accord, comme un autre poste. Voilà, oui. Mais à l'époque, c'était les stations classiques qui étaient surtout d'ailleurs dans la région parisienne, beaucoup. Oui. Mais tu avais Londres, tu avais... Et alors, en venant par là, alors, est-ce que ce sont des curiosités? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est des beaux modèles Oui. du Crété, avec le diapason comme insigne, Oui. du Crété, toujours le diapason stylisé, là. C'était le signe de Ducrété. C'était le signe de Ducrété allemand. Ducrété qui était un ingénieur, qui était un des pionniers des débuts de la radio. Et il s'est associé après avec Thomson, d'où l'appellation déjà de cela Ducrété-Thomson. D'accord. Et ça a perduré jusqu'à nos jours, cette Oui. marque. Alors il y a d'autres beaux modèles là, mais c'est de la fabrication artisanale. Ce n'est pas une marque connue. Là, il n'y a absolument aucune marque. Mais il est très beau. Il est très beau et le haut-parleur était Le haut-parleur, au-dessus oui. en oblique. Toujours au-dessus. Ah ben là, oui, voilà. Oui. Voilà un autre aussi. Alors ce n'est pas une grande marque. Il est marqué Marignan. Voilà. Et est-ce que aujourd'hui, par exemple, tu présentes des postes de radio avec électrophone dessus, ou est-ce que ça fait partie d'une autre éventuelle exposition? Voilà, ça fera partie d'une prochaine, une éventuelle exposition, peut-être seulement l'année prochaine, dans les mêmes conditions que cette année. Et là, je me spécialiserai peut-être dans tout ce qui est machine parlante, comme on disait au début. Oui, oui. Donc tous les tourne-disques, électrophones, et combinés, radio et disques aussi. Voilà. D'accord. Et mais là, je me suis limité aux appareils anciens des années 30 jusqu'à l'après-guerre. Et ces électrophones là, incorporés, on les trouve à partir de quelle date à peu près? Ça a commencé dans les années, fin des années 30. Fin des années 30, d'accord. Oui, on trouvait déjà des meubles radiophonos, ils appelaient. Oui, d'accord. Oui. Donc ça sera le but d'une prochaine exposition. Oui, éventuellement, oui, si D'accord. Dieu me donne vie. Ah ben, faut l'espérer quand même. Hein. Ça presse pas. Non, il n'y a rien qui presse. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas nous expliquer là dans cette vitrine? Alors ça, c'est tout à fait les débuts de la radio. C'est des appareils, il n'y a pas plus simple. Un poste à galène, ça fonctionne sans courant, sans pile, avec un tout petit peu de courant qui vient de l'émetteur, c'est-à-dire ça capte les ondes qui se baladent, et puis ça les détecte, ça les décortique, ça les décode, si on peut dire, et ça permet d'actionner un écouteur à travers un cristal de galène, c'est un petit caillou spécifique, c'est du sulfure de plomb, qui a la propriété de conduire le courant dans un sens et pas dans l'autre. Ça permet de séparer la parole ou la musique de l'onde qui la porte. Et si on prend le tout, on n'entendra rien. D'accord. Parce que les deux trucs sont mélangés. Et le petit caillou de galène, il sert à séparer le signal modulé, donc de la musique ou de la parole. Et tu peux me montrer une galène justement? Oui. Ah, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le poste à galène type. Oui, voilà. Voilà le cristal de galène. Et on a un petit manipulateur avec un petit ressort et une pointe. Et on cherchait les points de contact les plus puissants. Et on entendait dans le casque, quand c'était assez fort, on disait là j'ai trouvé un bon point. Voilà. D'accord. Il fallait tâtonner. Alors, est-ce qu'il fallait des antennes avec ça? Une grande antenne, la plus grande, on conseillait au moins 25 mètres de long et le plus haut possible, à un arbre, à un coin de toiture, une chose comme ça. Et une bonne prise de terre, de façon à capter le maximum d'énergie pour pouvoir entendre. Alors il fallait aussi habiter pas trop loin d'un émetteur, parce que sinon, dès qu'on s'en éloignait trop, on n'avait plus rien. Le signal est tellement faible, quelques millionièmes de volts. Donc, pour pouvoir entendre même dans un écouteur de l'époque, il fallait toutes ces conditions Alors, réunies. Celui-ci, il était fabriqué où alors? Il était fabriqué à Limoges et il s'appelle Radiolire.
D'accord. Alors, c'était un appareil perfectionné pour l'époque, parce que quand on changeait de région, il y avait une self là, voilà, qui était interchangeable. Et là, elle était accordée sur l'émetteur qu'on voulait. Celle-là était accordée pour l'émetteur de Radio Limoges, le premier émetteur qui a été monté en ville, c'était rue de la Mauvandière, ça a démarré, la radio à Limoges. Il y avait un émetteur et cette bobine a servi dans le quartier là-bas, donc elle était accordée sur cet émetteur. Et si on s'en allait ailleurs sur un autre émetteur, il fallait mettre une bobine adaptée. C'était au nombre de tours de fil qu'il y a dedans. Et évidemment, à l'époque, on se la fabriquait. Oui, c'était fait à la main. C'est le bobinage en nid d'abeille qu'on appelle. Et celle-là, elle possède 80 spires, c'est-à-dire 80 tours. Oui. Voilà. Je crois que c'est nécessaire de... Voilà, allez, on va parler de celui-là. Alors, il n'a même pas de casque, celui-là, c'est un écouteur comme ça. Voilà, on a toujours le détecteur à galène. Hein. Voilà. Et celui-là, il a... Voilà, il a été refait. Donc on a toujours la bobine, mais elle est là maintenant, c'est une bobine plus moderne. Et il y a même un condensateur variable pour ajuster au mieux sur l'émetteur qu'on voulait capter. Donc il était un peu plus moderne. C'était un peu plus perfectionné. Par contre, là, celui-là, il y a un écouteur tout seul, mais on pouvait brancher un écouteur, enfin un casque aussi, certainement. Oui. Mais je l'ai découvert, moi, avec son écouteur de l'époque. Voilà. Quand on a découvert qu'il existait des ondes qui nous ont amenés à la radio après, et bien c'est à partir de la foudre. Ça a intrigué tout le monde, les scientifiques et tout, et on a découvert que ça générait des espèces d'ondes et que ces signaux, on pouvait les capter plus loin. Alors d'abord avec le fameux tube à limaille là, de Branly, je crois, et puis après, bon, voilà. Donc, alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Comment ça marche l'orage? Il y a un gros nuage qui se forme. Oui. Un gros nuage noir. Oui. En patois, on dit cotorno-bru. Cotorno-bru. Oui. Et en langage technique météo, maintenant, c'est un cumulonimbus. D'accord. Il se charge d'électricité parce qu'il y a beaucoup de courants d'agitation, de courants d'air. Hein, oui. Ça tourne là-dedans, les molécules d'air se frottent et prennent des charges électriques. Et à un moment donné, le nuage a tellement d'électricité par rapport au sol, qui est au point zéro, lui, oui. Eh ben, il faut que cette décharge se fasse. Donc il y a un éclair qui jaillit, et évidemment le nuage se décharge. Oui. Mais comme il continue à être actif, il va se recharger et il fera un nouvel éclair. Alors s'il y a un autre nuage à côté dans le voisinage, eh ben, que les charges aussi soient contraires, l'éclair, au lieu de taper vers le sol, il va aller taper dans l'autre nuage. C'est pour ça qu'on voit des éclairs en l'air et on voit des éclairs qui descendent vers le sol. Ça, c'est la foudre. Là, on dit que c'est la foudre et on dit que la foudre tombe. Non. Voilà. Et donc, ces éclairs, ils génèrent des ondes de radioélectrique. Et dans un poste comme on a ici, on peut très bien, on les entend. On entend le crachement. C'est ce qu'on appelle les parasites. Ça fait des parasites, oui. Ouais. Ouais, ouais. Et les parasites, il y a toutes les sources d'appareils électriques aussi qui font des parasites. Oui, aussi, oui. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous faire un orage, là? Est-ce que tu peux nous faire des éclairs? Ah ben là, on va faire l'orage en miniature. Oui. En miniature? Je vais faire un éclair qui fait quelques centimètres, alors que dans la nature, on a vu des éclairs qui font jusqu'à 15 km. Oui. Pour faire un éclair de quelques centimètres, il me faut au moins 20 000 volts. Alors, pour faire un éclair de 15 km, il faudrait faire un petit calcul, mais il y a des charges colossales qui sont en route. Waouh! Voilà. C'est un double éclair. Hein. On voit bien l'éclair qui zigzague déjà, Oui. comme dans la nature. Et alors sur le clocher, sur les clochers, il y a souvent des paratonnerres. Bon, les éclairs, ils tombent de préférence sur le clocher, mais des fois ils démolissent une partie du clocher, comme ça s'est passé à Nexon il y a 4 ou 5 ans. Là.
Alors le poste du coin là, c'est... Voilà. Voilà. Pour celui qui sait lire, on dirait qu'il y a marqué MF. Ça ne veut pas dire m'en fous. Ça ne veut pas dire modulation de fréquence. Ça veut dire Manu France. Manu France, c'était une société à Saint-Étienne qui fabriquait des cycles, des armes et plein d'autres appareils et qui s'est mise à fabriquer des postes. Le but, c'était de faire des postes relativement bon marché, simples à utiliser et que tout le monde, même le petit peuple, puisse avoir son poste de TSF. C'est pour ça qu'il y a eu... Alors voilà un beau modèle. Donc. Il y a eu beaucoup de publicité pour Manu France. À l'époque, oui, il y avait le fameux catalogue Manu France, oui. Qui, voilà. Alors, ensuite, il y a eu le chasseur français. Oui, après le chasseur français, mais chaque chasseur, à l'époque, avant qu'il y ait le chasseur français, il avait son catalogue Manu France, parce qu'il y avait beaucoup d'armes, fusils. D'accord. Ouais. Et il y avait la radio. Et ils ont fait des postes, alors on disait le TSF à l'époque. Ça a démarré télégraphie sans fil. Oui. On a commencé à envoyer des signaux morses pour la marine, l'aviation et puis les militaires. Et petit à petit, après ça s'est amélioré, on a réussi à transmettre de la parole. Et c'est devenu la téléphonie sans fil. Oui, après la radio, la télégraphie on a appelé la radio beaucoup plus tard, oui. Juste avant la guerre, avant la dernière guerre. Juste avant la dernière. On a commencé à parler de radiodiffusion. Et oui. C'est devenu la radio. Tout court. Voilà. On a mis à fabriquer des postes et on a calculé des postes relativement simples, fiables et faciles à manipuler et pas trop chers. Parce que le directeur de Manu France, il voulait que dans toutes les maisons, il y ait un poste de TSF. Si on disait la TSF. Oui, TSF. La radio, c'est venu avant la guerre, quand même, un peu avant la guerre. Mon père avait une TSF, avec le tourne-disque au-dessus. Ah oui, oui, après on a appris c'était plus récent. Radiophonage. Il y a des lampes qui sont pas d'origine. Ah oui, là, ici, oui. Ah, oui. Nous, on a un lycée qui s'appelle Ben oui, c'est ce qu'on appelle le BK. Ah si, pardon. Voilà.